Bonjour et bienvenue à cette vidéo concernant le plan d'amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles de la commune de Bédarieux. Je me présente, Julien Journeau du bureau d'études Alliance Environnement et chef de projet sur toutes les études et thématiques agro-environnementales. Donc, le bureau d'études Alliance Environnement, fondé en 1998, a son siège à Lunel, mais dispose également de 2 agences qui sont basées à Rodez et à Lyon. On travaille à la fois donc sur des études dites de valorisation des déchets, telles que les plans d'épandage, mais également les études de filière et schémas départementaux. On réalise également des études pour le particulier, telles que les études de sol pour l'assainissement non collectif. Et enfin, dernière thématique, nous travaillons sur toutes les études dites agro-environnementales, telles que les diagnostics et programmes d'action pour les aires d'alimentation de captage prioritaire, mais également l'accompagnement des collectivités pour leur transition zéro phyto. Aujourd'hui, on se voit donc dans le cadre de la présentation du plan d'amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles de la commune de Bédarieux. Étant donné le contexte sanitaire, nous avons fait le choix avec la commune de vous proposer cette vidéo. Qu'est-ce qu'un pesticide ? Les pesticides, je pense que vous en avez tous entendu parler, que ce soit aussi bien au niveau agricole, mais aussi à votre niveau. Un pesticide, ce sont toutes les substances ou préparations utilisées pour lutter contre les organismes jugés indésirables. Dans tout ce qu'on entend par indésirable, cela comprend certaines plantes, animaux, champignons ou bactéries. Les pesticides sont dangereux pour la santé et la biodiversité. En effet, les principaux usagers qui vont être confrontés à cette problématique sont les utilisateurs de produits eux-mêmes, les usagers de l'espace public et la biodiversité. Pourquoi sont-ils considérés comme dangereux ? Les pesticides sont faits pour tuer. Même si l'être humain n'est pas la cible désignée, on observe des dommages collatéraux. Cette exposition se passe soit par des inhalations, soit par le contact avec de la peau par exemple, voire des ingestions en cas d'accident. On ne saurait les démontrer, vous en avez sûrement entendu parler, ne serait-ce que dans la presse ou dans les médias. Il y a aujourd'hui des conséquences avérées, notamment sur la santé. Il y a des études épidémiologiques qui ont été mises en place, qui ont montré un lien entre l'application de produits phytosanitaires et certaines pathologies. En effet, on constate une augmentation du risque de cancer, une baisse de la fertilité et de la perturbation au niveau hormonal. Les conséquences ne sont pas seulement pour l'être humain, elles sont également visibles pour la biodiversité. En effet, cela fait donc plusieurs années que l'on entend parler des effets collatéraux, notamment au niveau des insectes pollinisateurs, avec la disparition des abeilles et la baisse de la population. On a également tout ce qui va être lié à la perturbation de l'équilibre écologique. Quels sont les enjeux ? La biodiversité va contribuer au bon fonctionnement global des écosystèmes et des processus naturels tels que la qualité de l'air, la régulation climatique, la purification de l'eau, la lutte contre les parasites et les maladies. Attention toutefois, est dangereux la molécule et principe actif utilisé dans ces produits, mais pas seulement. Les adjuvants sont parfois plus toxiques que les matières actives, telles que le POAE dans le Roundup. Du point de vue qualitatif, il faut savoir que 82% des points de suivi en eau souterraine, mais également 92% des points de suivi en eau souterraine présentent une contamination par les pesticides sur notre bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Cette contamination, elle est assez simple et assez facile puisque un seul gramme de substance active permet de polluer 10 000 m3 d'eau. 10 000 m3 d'eau, pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond à 3 piscines olympiques ou un fossé de 10 km de long sur 1 mètre de large et 1 mètre de haut. Rapidement également, pourquoi aujourd'hui ce type d'études sur les zones non agricoles ? On le sait, les études l'ont montré, les principaux volumes de produits phytosanitaires qui sont vendus aujourd'hui en France sont concernés par l'agriculture. Les chiffres que je vous montre là, donc qui datent maintenant de 2015, montraient que 90% des volumes étaient utilisés en agriculture et que seulement 10% l'étaient en zone non agricole. Donc zone non agricole,
J'entends par là tout ce qui va être commune, privé, donc via industriel, camping par exemple, mais également les particuliers avec notamment les jardiniers amateurs et aussi pour par exemple l'entretien de son allée en gravillon. Ce qui est important de noter, c'est que contrairement à l'agriculture, on a des facteurs qui sont aggravants, que l'on ne retrouve pas au milieu agricole, notamment sur le type de... En effet, à l'inverse du milieu agricole, en zone non agricole, nous sommes sur des surfaces qui sont dites imperméabilisées. C'est-à-dire qu'en cas de forte pluie, on a une connexion directe avec le milieu superficiel au niveau des eaux qui vont être relarguées. Il y a également le risque d'exposition du public qui est beaucoup plus important. Voilà, vous traversez la commune, vous êtes susceptible de traverser les espaces qui peuvent être traités, donc vous êtes exposé aux risques que peuvent représenter ces produits. Également, et l'un des points forts aussi à noter, c'est que les doses et modalités d'application sont souvent mal connues dans le domaine non agricole. Aujourd'hui, les personnels pour le traitement, et exclusivement aussi les jardiniers, ne sont pas formés à l'emploi de ces produits. Je pense que vous êtes tous fait pareil, c'est que pour appliquer du produit lorsque c'est autorisé, vous ne regardiez pas forcément la dose qu'il fallait mettre ou pour être sûr que cela soit efficace, vous y mettez un petit peu plus. Chose que au niveau agricole, nous ne retrouvons pas puisque les produits ont un coût économique sur l'exploitation, déjà dans un premier temps, et d'autant plus qu'il y a des contrôles sous-jacents qui leur limitent cette quantité de produits appliqués. Donc on voit bien à travers cela que les zones non agricoles sont quand même concernées de par les risques qu'ils peuvent engendrer vis-à-vis de cette pollution. Assez rapidement du point de vue réglementaire. Il faut se rappeler que depuis les années 2000, la directive cadre sur l'eau est en place et vise à préserver et restaurer les milieux aquatiques suite au constat de leur dégradation croissante et constante dans le temps. Depuis 2015, la mise en place du plan Ecophyto 2 qui vise d'ici 2025 à réduire de 50% le recours aux produits phytosanitaires. Pour faciliter cette atteinte d'objectif, 2017, mise en place de la loi Labbé qui interdit l'utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités pour l'entretien des espaces verts et voiries. Du point de vue du particulier, le changement, c'est l'interdiction, la vente de produits qui ne se fait plus en libre service. La vente n'est exclusivement faite via un revendeur ou un intermédiaire. C'est depuis 2019 que le particulier n'a plus accès aux produits phytosanitaires, même par l'intermédiaire d'un revendeur ou d'une personne conseillée. Depuis juillet de cette année, donc juillet 2020, à noter qu'un projet de loi est en cours d'étude et en cours de consultation sur l'extension de la loi Labbé à plus d'espaces de vie, notamment les espaces verts, cimetières et stades, avec un objectif d'atteindre du zéro phyto. En effet, ce sont encore les deux espaces qui font exception à la loi Labbé et pour lesquels des objectifs de zéro phyto sont possibles. Bien entendu, les espaces tels que les stades professionnels seront exclus et étudiés pour avoir une réglementation adaptée. De même, ce projet de loi concernera bien entendu tous les professionnels et privés, notamment les usages tels que la SNCF ou un industriel lors de l'entretien de leurs espaces. J'en parlais en titre, mais bien sûr, là, vous devez vous poser la question de qu'est-ce qu'un plan d'amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles, ou encore appelé PAPPH. C'est une démarche qui se décompe en 4 étapes, avec une première étape d'inventaire et de diagnostic des pratiques d'entretien, d'évaluation des risques, puis de plan d'action, et enfin de suivi de démarche. Ces étapes s'inscrivent dans divers objectifs qui sont dans un premier temps réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et la consommation d'eau liée à l'arrosage, sensibiliser et informer le grand public en jouant un rôle de vitrine des pratiques durables, valoriser le travail des techniques et enfin aider à faire accepter les changements induits par l'utilisation de pratiques plus respectueuses de l'environnement et donc aussi plus respectueuses de votre santé. Donc la première phase, le diagnostic. Donc cette première étape a permis de faire la lumière sur notamment l'émission du service technique de la commune de Bédarieux,
avec l'identification de divers services. Vous avez le service des espaces verts, de la voirie, de la proximité, du stade des cimetières et des bâtiments. Les principales missions qu'il faut retenir, et ce qui nous concerne dans cette démarche, c'est que ces espaces ont, en dehors du service bâtiment, ont à gérer l'entretien, notamment soit d'espaces verts, soit de la chaussée pour les espaces qui leur sont dévolus. Donc chaussée qui comprend le trottoir et la route. Le service technique en tant que tel n'est pas le seul à intervenir sur les espaces de la ville, puisque la commune fait appel à des prestataires, notamment sur le centre-ville et sur ces espaces verts, et au niveau également des parcs. On a notamment le parc Krabi, la Tuilerie, le gîte du Campotel. Dans un premier temps, donc du point de vue recensement, on s'est intéressé à tout ce qui est voies de communication, donc avec notamment le recensement des routes et chemins sur Bédarieux. Cela nous a amené à un total de 98 km linéaires de voirie. Bien entendu, il faut doubler aussi ce chiffre dès lors qu'on parle d'entretien, puisque les agents, ou même lorsqu'on fauche le talus, est fait de part et d'autre de la chaussée, donc on comprend assez aisément qu'il faille un aller-retour pour aboutir à l'entretien complet de la voirie. Du point de vue des caractéristiques, on voit qu'on a 28% qui sont des rues. Donc rue, on entend là la rue, la route et le trottoir, et des routes chemin, donc avec des accotements végétalisés. Les particularités sur Bédarieux sont notamment les types de typologie de voirie que l'on retrouve, puisqu'on retrouve aussi bien donc le classique trottoir bitume, mais également des petits pavés et du petit stabilisé. C'est notamment sur ces deux derniers, il y a certaines particularités, donc ce sont des espaces qui peuvent laisser des vides où les plantes, les graines peuvent facilement germer et pousser, donc faciliter leur apparition sur la voirie. Du point de vue de l'entretien, il faut noter que depuis 2015, la commune de Bédarieux a fait le choix d'arrêter les produits phytosanitaires sur sa voirie, consciente justement aussi du risque qu'elle pouvait faire encourir à sa population, et notamment aussi du point de vue environnemental vis-à-vis de la biodiversité. De ce fait, différentes techniques ont été mises en place. Nous avons tout ce qui va être lié au désherbage mécanique et manuel pour les routes, et notamment pour les rues, la fauche pour les routes, et ce qui est important, c'est tout ce qui peut être balayage. En effet, le balayage, au-delà de l'aspect propreté, contribue essentiellement au désherbage, puisqu'il permet de retirer toutes les petites poussières, terre qui s'accumulent dans les jointures, dans tous les espaces un peu vides, où serait susceptible de germer une graine. Donc ce passage permet d'endiguer, de limiter la pousse de certaines adventices, de certaines mauvaises herbes. Une cartographie des pratiques d'entretien a été réalisée à ce titre-là. Donc c'est assez simple, on voit en orange donc là tout ce qui va être lié au désherbage et au balayage manuel. En vert, notamment sur les lotissements un peu plus excentrés, donc du désherbage dit mécanique et manuel. Et en jaune, tout ce qui va être lié à l'entretien des chemins communaux, avec notamment la fauche de part et d'autre de la voirie. Au niveau des espaces verts, l'inventaire nous a permis d'identifier 123 espaces verts pour une surface totale de 17,65 hectares. Au niveau de la répartition, on a classifié ces espaces verts. Ce sont les aires naturelles qui sont prédominantes à votre niveau. Puis vient les terrains de sport. On a quand même un certain nombre de terrains de sport qui sont présents sur la commune. Le cimetière, les parcs, parkings et accotements de voirie. En termes d'entretien, et contrairement notamment aussi aux voiries, l'entretien n'est pas seulement en gestion interne, puisque 61% seulement des espaces verts sont en gestion par les services techniques. On a quasiment 39% qui est aujourd'hui entretenu par des prestataires de services. Cette gestion en interne, tout du moins, correspond principalement à de la tonte, du débroussaillage, donc à des interventions dites mécaniques, mais également
encore donc de l'usage de produits phytosanitaires, donc pesticides, pour les stades et cimetières, qui sont, rappelons-le, toujours autorisés par la réglementation. On a également l'utilisation de désherbage manuel et d'un désherbage alternatif. Ce sont au total 6 agents qui sont en intervention, qui sont susceptibles d'appliquer ces produits phytosanitaires. Et ces derniers possèdent tous le certificat qui est obligatoire pour l'application et l'acquisition de produits phytosanitaires. À noter également, au niveau service technique, la formation de Jardin 5 par Monsieur Lasso. Les consommations en eau pour l'arrosage en 2017 avoisinaient donc les 29 162 mètres cubes. Du point de vue cartographique, assez rapidement, on voit que les principaux espaces verts sont regroupés sur le centre-ville. On le voit en vert sur le centre. Du point de vue de l'entretien, on se retrouve principalement avec des espaces qui sont tondus ou entretenus mécaniquement. Et bien, tous les espaces entretenus avec des produits chimiques tels que les pesticides sont soit en orange, soit en rouge, tel qu'on le voyait avant. C'est donc bien tout ce qui va être cimetière ou stade. Du point de vue des espaces verts, on se retrouve avec plusieurs types de couvertures. On a des plantes dites couvre-sol qui sont à développer puisqu'elles empêchent le développement des adventices ou en tout cas de ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Tout simplement, elles vont créer un maillage suffisamment important pour empêcher aux adventices de pousser. Tout simplement, l'absence de lumière, l'étouffement vont faire que les mauvaises herbes ne vont pas réussir à germer. On a un test de prairie fleurie qui a été réalisé, mais qui n'a pas porté ses fruits au niveau des résultats. La mise en place de paillage organique sur certains espaces. On a également le fleurissement des pieds d'arbres, notamment un essai devant les services techniques avec la mise en place et la mise en place d'herbes et de bulbes pour embellir ces pieds d'arbres. Également, et là je pense que vous l'avez constaté depuis maintenant un certain nombre d'années, la réfection des giratoires sur des darieux avec la mise en place de paillage minéral. Ce paillage minéral sont relativement intéressants, notamment du point de vue visuel et également du point de vue d'entretien. Pour autant, ils peuvent poser quelques questions et quelques problématiques d'entretien dès lors qu'on n'utilise pas de pesticides, puisque la présence de bâches, qui limite notamment la pousse des adventices, a une durée de vie qui peut être relativement faible. On est dans une région du sud, l'exposition au soleil et la chaleur fait que les plastiques vieillissent en général assez mal et ont tendance à s'abîmer relativement vite. Cette fragilité, ces petits espaces vont faire qu'on peut avoir ponctuellement la pousse de mauvaises herbes au travers de ces géotextiles qui après devient problématique à entretenir puisque l'intervention manuelle est le seul recours pour éliminer ces mauvaises herbes. Typiquement, on ne peut pas utiliser par exemple un désherbage thermique sur un espace qui est paillé avec un géotextile au risque de détruire le géotextile ou en tout cas de l'abîmer. Notamment, on le voit, certains espaces, on est sur des thématiques un peu méditerranéennes avec donc des dispositifs de goutte à goutte. Il ne s'agit pas non plus d'aller abîmer les gaines de goutte à goutte. On s'est également intéressé très rapidement aux enjeux et aux risques que cela pouvait présenter d'user de produits phytosanitaires sur la commune de Bédarieux. Et on voit assez rapidement que du point de vue des enjeux, on est sur un territoire où on a des enjeux. On a des zones de protection spéciales pour la faune et la flore, donc toute la commune de Bédarieux est concernée, mais également des périmètres de protection vis-à-vis de captage en eau potable. On a notamment la source des 12, la source des Joncas, la source Allée Est et la source au fil de l'eau réelle, qui ont des périmètres de protection qui vont impacter la commune de Bédarieux. Les périmètres de protection ont en fait ce qu'on appelle des DUP, donc des déclarations d'utilité publique, sur laquelle en fait des interdictions d'usage
ou de stockage peuvent être décrites dans ces périmètres. Particulièrement sur les périmètres de protection rapprochés, le stockage de produits phytosanitaires peut être interdit. Pardon. Ce diagnostic, il nous a permis de faire et de connaître quelles étaient les voies entretenues, quelles étaient les méthodes. Pareil pour les espaces verts. À partir de cela nous a permis d'élaborer et de réfléchir à un programme d'action pour accompagner la ville sur la pérennisation de son zéro phyto et sa transition zéro phyto, notamment sur les stades et les cimetières. Ce plan d'action, c'est aussi et avant tout l'acceptation de la végétation spontanée. Est-ce que aujourd'hui peut-on considérer les mauvaises herbes comme vraiment mauvaises ? Typiquement, le pourpier de nos trottoirs ou le pissenlit de nos gazons sont des plantes comestibles et riches en oméga 3, fer ou magnésium. On ne vous demande pas non plus d'aller manger ou d'aller cueillir les pissenlits ou le pourpier sur les trottoirs, mais au final, on peut également les voir comme un embellissement spontané de nos chaussées et pelouses. Mais la question se pose réellement, c'est est-ce que l'herbe est vraiment sale ? Qui est sale ? N'était-ce pas plutôt les déchets qu'on peut retrouver dans les caniveaux, plastique, verre ou encore déjection canine ? Puisque lorsqu'on compare avec la présence de végétaux, voilà, on a un côté beaucoup plus naturel et dès lors qu'il est maîtrisé et voulu, cela contribue à embellir la commune et à permettre d'offrir un cadre de vie agréable à ses contribuables. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ne pas cesser cette lutte perpétuelle contre l'herbe qui met tout en œuvre pour se frayer un chemin sur les trottoirs et pieds de mur. Les méthodes préventives préconisées à la commune et qu'elle a d'ailleurs déjà mises en œuvre concernent le paillage. Le paillage, donc, je pense que vous connaissez tous ces différentes formes qui offrent notamment plusieurs intérêts. En outre, d'empêcher la pousse d'herbes non désirées en les privant de lumière, de limiter l'évaporation et de réduire les besoins en arrosage. Derrière, c'est des économies d'eau, c'est un gain économique aussi. On va également favoriser le développement de la vie microbienne et des auxiliaires et enrichir le sol en matière organique lorsqu'on utilise des paillages organiques. Différents types de paillages. Les principaux qu'on retrouve notamment à Bédarieux sont les paillages minéraux de type pouzzolane, ardoise, pierre. Ces paillages sont idéaux puisque en termes de visuel et de composition, ils s'adaptent très bien avec les compositions méditerranéennes et on a la chance d'avoir une gamme de couleurs assez variée qui permet d'avoir des variations assez intéressantes et des compositions intéressantes pour les espaces verts. Pour autant, la mise en place de ces paillages nécessite en dessous la pose d'un géotextile qui peut s'abîmer avec le temps, lié notamment aux aléas climatiques. Et cette usure, derrière, va contraindre et engendrer certaines difficultés d'entretien pour les services techniques, puisque dès lors qu'une pousse ou une mauvaise herbe va pousser au travers, elle peut être difficile à retirer, sachant que l'application de produits phytosanitaires n'est pas à prévoir et est interdite de par la loi sur ce type d'espace. On a également les paillages organiques, copeaux de bois, écorces et fèves de cacao, donc qui sont très intéressants, notamment parce que ils offrent, en se décomposant, de la matière organique au sol, donc ils vont favoriser la vie microbienne du sol. Sur les paillages minéraux juste avant, on est sur quelque chose qui ne va pas se dégrader, donc qui ne va pas proposer d'interaction avec le sol, à l'inverse de ce type de paillage-là qui va se décomposer. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut renouveler assez régulièrement, en général une fois par an, mais qui visuellement aussi peuvent être intéressants et avoir des rendus satisfaisants. À savoir, les paillages organiques recyclés ou non apportent de la matière organique et donc sont particulièrement adaptés pour les potagers.
On a également donc les paillages à base de recyclés, ce que notamment vous pouvez utiliser directement chez vous, à base de feuilles mortes, d'herbes tondues, voire de boyas de bois, notamment des petits copeaux. Tout ça peut être utilisé facilement dans son jardin pour réduire donc l'entretien au pied d'arbres, mais également favoriser l'humidité, notamment en période sèche. On a également tout ce qui est paillage de synthèse. Donc là, c'est la pose à nu de géotextiles. Ces géotextiles de synthèse ne sont pas toujours biodégradables et peuvent appauvrir le sol. On les retrouve assez largement sur certains espaces, pas forcément à Bédarieux, hein, mais je pense que vous l'avez déjà vu notamment sur les aires d'autoroute ou sur certains espaces routiers. Voilà, ils empêchent le sol de respirer, ce qui peut être défavorable sur le long terme à la vie microbienne du sol, et les végétaux derrière vont en pâtir. De manière aussi esthétique, on se rend compte que visuellement, c'est pas quelque chose qui va être très très joli. Et je le disais pour le paillage minéral, et c'est d'autant plus valable pour celui-ci, ces bâches et géotextiles vont directement être exposés aux rayons lumineux, ils vont donc s'abîmer, se fragmenter et vont malheureusement contribuer à la pollution de notre environnement. On a également les plantes couvre-sol qui sont assez larges et variées. On retrouve communément la bruyère, le romarin rampant, le géranium ballerina et les prairies fleuries, qui sont très intéressantes parce que voilà, en fait, on se sert du végétal en lui-même et notamment de ses fleurs pour couvrir le sol et donc en fait favoriser une espèce pour en endiguer une autre. On a également après les techniques dites de désherbage manuel. Donc c'est le petit outil du jardinier qui est connu, hein. On a les binettes, les rasettes, les grattoirs, les couteaux qui vont permettre notamment aux agents d'entretenir assez facilement les surfaces type trottoir et pieds de mur, mais également tout ce qui peut être des zones un peu déstructurées telles que les gravettes ou les boulodrons. Donc à savoir, dans un potager, garder les herbes qui ne gênent pas. Voilà, c'est important parce que derrière, elles peuvent faire de l'ombre aux autres et donc permettre de diminuer leur développement, et donc ça permet de contrôler le développement plutôt que de l'éliminer. Parce que plus vous allez offrir de la lumière à une plante, plus elle va être propice, plus elle aura de la place pour se développer. On a également, en termes de techniques alternatives, le désherbage à flamme directe, enfin tout ce qui va être désherbage infrarouge eau chaude. Communément chez nous, et c'est bien connu, l'eau chaude de cuisson, que ce soit des pâtes, de la pomme de terre, peut désherber parce que ce que l'on réalise avec ce type d'outil ou de l'eau de pâte, attention, c'est un choc thermique, c'est-à-dire qu'on va faire éclater les cellules des végétaux et ce qui va entraîner le dépérissement et la mort de la mauvaise herbe. Également le désherbage mécanique, donc dans la continuité du désherbage manuel, avec donc en plus donc des outils qui vont être motorisés. On retrouve les brosses rotatives, le binage mécanique des surfaces déstructurées telles que du gravier, les lames réciproques, ou autrement appelées réciprocateurs, qui est particulièrement intéressant sur les centres-villes où les voitures sont stationnées. Pourquoi je dis cela? Parce que le dispositif en lame inversée, qui vont donc, en fait, deux lames qui vont tourner de manière opposée, vont limiter et empêcher les projections de cailloux qui seraient présents sur le trottoir et donc empêcher des impacts sur la carrosserie, voire sur les pare-brises. Cela est d'autant plus confortable pour l'agent et d'autant moins préjudiciable pour le propriétaire de la voiture. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que si on voulait avoir le niveau de propreté ou d'esthétique équivalent à l'entretien historique en produits phytosanitaires, il faudrait que les interventions mécaniques ou manuelles soient 12 fois plus importantes pour un rendu équivalent. C'est-à-dire que pour une application de produits phytosanitaires sur la route, ou sur le trottoir, sur un espace vert, il faudrait avoir 12 interventions d'un agent technique pour avoir le rendu
équivalent sur le même laps de temps. Donc on voit quand même qu'on ne peut pas techniquement et financièrement demander à une collectivité de mobiliser autant de moyens sur ce type d'espace. Et donc c'est pour ça qu'il faut travailler aussi sur cette acceptation de l'herbe, puisque aujourd'hui, les herbes qui peuvent être présentes sur le chaussée ne sont pas, on l'a vu, forcément mal, elles sont pas mauvaises pour la santé, elles sont juste mal perçues parce que on a été habitué à ne pas avoir en final d'herbe sur la chaussée. L'un des outils également à disposition de la commune pour s'aider justement sur ce gain de temps, parce qu'elle ne peut aujourd'hui pas mobiliser à 12 fois plus d'agents, elle ne peut pas embaucher 12 fois plus de personnes. On va donc travailler sur ce qu'on appelle de la gestion différenciée. La gestion différenciée, c'est tout simplement définir un certain nombre de priorités en fonction des typologies d'espace ou de la localisation de l'espace. Il ne s'agit pas là de laisser un espace vert, un quartier, une rue de côté, c'est juste y mettre une priorité en fonction de l'usage qui est dévolu. Typiquement, sur Bédarieux, a été noté en gestion 1 en gestion 1, donc après détaillé en 1.1 et 1.2, tous les axes principaux d'entrée et de sortie de ville, mais également le centre et cœur de ville. Pourquoi ? Parce que ce sont des espaces qui sont à forte fréquentation et où on sait l'attente est plus importante. Ce travail a également été fait sur les espaces verts. À ce titre, du coup, on voit que en termes de répartition, ça va un peu se chevaucher, se recouper avec ce qu'on a vu en termes d'inventaire. On a 2/3 des espaces qui vont être en gestion 1 et 2 pour la voirie. Et pour les espaces verts, on a plus d'espaces, on a notamment 8 hectares qui vont être de niveau 1, donc entretenus de manière soutenue, puisque l'impact derrière et les attentes sont relativement importantes. Notamment dans ces espaces, on va retrouver le cimetière et les stades. Donc en termes de préconisation, au niveau de la commune, pour pérenniser le zéro phyto mis en place en 2015, a été organisé en partenariat avec donc des fournisseurs une démonstration de matériel où les agents techniques ont pu essayer en direct sur le terrain les outils qui pourraient être intéressants pour l'entretien. Suite à cela, on a pu dresser une liste de matériel qui serait intéressante. Donc, on a tout ce qui est matériel électroportatif avec des rotophiles, les réciprocateurs et des petites brosses. Nous avons le désherbage thermique à air pulsé. Désherbage thermique, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est un usage qui est assez technique. Il ne faut pas croire que l'application est assez simple. C'est un usage qui est très restreint dans le temps. Il faut le faire en période hivernale, en dehors des périodes chaudes, puisque l'objectif est bien de créer un choc thermique pour la plante. Également a été préconisée l'acquisition de binettes cercleuses électriques, d'un broyeur à végétaux pour notamment faire du paillage, des brosses de désherbage, un aérateur à couteau pour les stades, et des désherbeurs de chemin pour notamment toutes les voies un peu en stabilisé ou en gravier que vous avez sur la commune. Donc les objectifs à moyen court terme vont être attraits au stockage des produits phytosanitaires, notamment pour le stockage des produits stades et cimetières, et les produits dits de biocontrôle, notamment pour la protection et la lutte contre les ravageurs sur les espaces verts tels qu'on peut l'avoir sur les cyprès de Florence. On a également au niveau des cimetières 2 objectifs qui vont être la création d'un binôme d'intervention afin d'optimiser l'entretien sur cet espace, avec des actions qui vont être plus ciblées, une formation sur le matériel qui a été proposé, et du coup avoir une meilleure connaissance du terrain. Voilà, parce que derrière, on sait qu'on a une attente qui est importante sur ce type d'espace. Également, et c'est un peu dans l'air du temps, c'est la réflexion sur justement comment peut-on voir le cimetière, avec notamment quelle pourrait être la place de l'herbe au niveau de cet espace.
Aujourd'hui, concrètement, c'est un espace où l'herbe y est très peu tolérée, voire pas du tout. Alors qu'elle y a sa place. Aujourd'hui, il y a de nombreux cimetières qui s'enherbent et sur les aspects visuels, on se rend compte que c'est quand même plus intéressant et ça permet en fait d'aboutir à un cimetière dit paysager. On a notamment les cimetières américains qui sont tournés sur cette dynamique-là, mais également tout ce qui est cimetière militaire. Cet essai vise notamment, dans un premier temps, à faire des tests d'enherbement avec différents types de gazon, des tests de prairies fleuries qui sont adaptés au cimetière, mais également des massifs courants. L'idée, c'est aussi de pouvoir vous aider à visualiser quelle pourrait être la place de l'herbe dans le cimetière. Cela aussi vise à tendre sur le cimetière à un objectif de zéro phyto, puisque l'entretien, si on le passait, à le passer en zéro phyto, mécaniquement, c'est quelque chose de très contraignant, alors que si on avait ponctuellement de la place pour de la prairie fleurie qui demande très peu d'entretien ou de l'enherbement avec une tonte ou deux dans l'année, on aurait un gain de temps qui serait très important et qui permet d'être du coup rebasculé sur un autre poste. On a également du coup l'objectif de zéro phyto sur le stade, donc avec le stade d'entraînement, avec des interventions uniquement mécaniques à l'appui d'un planning annuel, des analyses de sol pour adapter la fumure, parce que voilà, aujourd'hui un terrain, que ce soit le terrain d'entraînement ou n'importe quel autre, il faut le voir comme une prairie. C'est une culture à part entière, et les interventions se font au moment et aux périodes de l'année les plus adaptées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, au niveau réglementaire, je vous rappelais qu'il y a eu un projet de loi d'extension de la loi Labbé, notamment sur les cimetières et les stades. Et donc, l'objectif est donc bien d'aider dès maintenant à accepter la présence d'herbes, ou en tout cas d'adventices sur ce type d'espace, puisque d'ici 2022 ou 2025 au plus tard, ces espaces-là auront interdiction également de recours, enfin en tout cas les agents auront interdiction de recours aux produits phytosanitaires. Enfin, également, un essai de pilote d'éco-pâturage a été recommandé. Afin, voilà, c'est avant tout un intérêt environnemental, c'est une alternative aux agents voilà, qui fauchent ou tondent les gazons. Donc derrière un gain de temps, c'est la réduction des déchets et de la fertilisation naturelle pour les sols, et c'est aussi le maintien d'espaces rustiques. C'est également un intérêt pédagogique et de communication, puisqu'on a une sensibilisation à l'environnement et à la biodiversité, et cela peut servir de support d'animation pédagogique au niveau scolaire. On a également un plan de formation pour les agents qui a été formulé, tel que jardin sec, création, entretien des gazons, utilisation d'espèces vivaces, taille douce des arbres, pilotage des espaces verts, et enfin tout ce qui est lié à la communication, que d'ailleurs Bédarieux n'a pas attendu également ce type d'études pour mettre en place, puisque je pense que vous le connaissez tous. On se retrouve avec donc des plaquettes, les réunions hebdo qui ont été publiées au niveau du midi, mais également de votre bulletin communal. On a un guide qui a été mis en place, qui va être mis en place. Voilà, il y a énormément d'outils qui sont mis en place et qui seront mis en place afin de vous aider à comprendre cette démarche-là et pour en tout cas vous aider à accepter la présence d'herbes sur les rues. Enfin, la dernière étape qui consistait à réaliser un suivi de la démarche. Il faut savoir que donc, ce suivi a eu lieu pour l'année 2018, puisque notre intervention a eu lieu courant 2017. En 2018, concrètement, ce PAPPH et les interventions et objectifs de la mairie sont concrétisés par la remise d'un prix, notamment l'obtention du niveau 2 de la charte régionale Objectif Zéro Phyto dans nos villes et villages, pour laquelle donc, du coup, le service technique, mais également la mairie, étaient présents à Lunel pour la remise des prix. Également, les semaines alternatives aux pesticides, qui sont des moments forts en faveur de la biodiversité et qui donc qui travaillent de consorts sur l'arrêt et favoriser l'usage alternatif de produits chimiques. Si on rentre un peu plus dans le détail vis-à-vis des préconisations qui ont été faites,
Donc, vis-à-vis des préconisations 2017, on avait les objectifs de gestion des produits phytosanitaires, notamment vis-à-vis du stockage, avec l'acquisition d'une armoire dédiée. C'est quelque chose qui est fait, donc il y a pas de, donc il y a quelque chose qui a été fait assez rapidement d'ailleurs par les services techniques. On a également la gestion de l'organisation au niveau des services techniques. On parlait de la création du binôme au niveau des cimetières. C'est quelque chose qui a été réalisé et qui a l'air de fonctionner très bien. Pour autant, il y a quand même une vigilance à avoir avec le passage au zéro phyto. Comme on a dit, le passage au zéro phyto va engendrer des interventions sûrement plus importantes, mais également, de votre part, une acceptation de la végétation qui peut être spontanée. Au niveau gain de temps et gestion différenciée, on a donc la gestion différenciée qui n'a pas encore été mise en place sur la voirie, et également la sollicitation, votre sollicitation pour participer à l'entretien de la voirie, parce que il faut savoir qu'historiquement, l'entretien des pieds de mur aussi était dévolu aux propriétaires des habitations et non aux services techniques. Les espaces verts, donc également pas encore mis en place pour la gestion différenciée. Actuellement, donc 2018-2019, la gestion zéro phyto stade n'était pas encore envisagée parce que c'était compliqué compte tenu de l'année qui avait été en cours, donc notamment au niveau météo. La gestion au niveau de zéro phyto au niveau du cimetière s'avance puisque en 2018 une seule application avait eu lieu et il y avait un objectif à en zéro application pour 2019. Au niveau des copâturages, la démarche a été initiée, une rencontre a été engagée avec un berger. Du point de vue de l'essai pilote sur le cimetière, c'est quelque chose qui n'a pas été réalisé, mais qui se réfléchit notamment sur le cimetière de Nissergues. Et enfin, donc la végétalisation du terre-plein central Marsopol, donc qui n'a pas encore été réalisée, mais qui se réfléchit notamment avec l'implantation d'iris ou de plants de couvre-sol sur ce terre-plein où, au final, du minéral, un paillage minéral est en place, donc qui est aussi relativement récent, mais pour autant qui pourrait être complété à certains endroits de végétaux qui ne requièrent pas d'entretien et qui peuvent participer du coup à embellir l'espace. L'acquisition de matériel, donc du coup le matériel qu'on vous a présenté précédemment, la commune est en cours d'acquisition, notamment grâce à l'agence de l'eau et à ses financements. Donc c'est une planification qui est sur 4 ans afin d'équiper tout le service technique. Et enfin, du coup, tout ce qui peut être lié à la formation et à la communication, donc qui est continuel, donc et qui a été réalisé en 2018, qui est à relancer. Et donc là, on voit qu'il y a un petit oubli parce que donc il y avait l'objectif de réaliser la réunion publique au moment de ce bilan. Pour autant, donc cette réunion publique n'avait pas encore eu lieu. Elle se fait aujourd'hui en vidéo, compte tenu du contexte sanitaire. Mais voilà, il était important, il nous semblait important aussi pour la commune et moi-même, de vous présenter cette démarche afin voilà, de peut-être aussi mieux comprendre et mieux comprendre ce qui se passe sur Bédarieux et pourquoi aujourd'hui peut-être on se retrouve avec un peu plus d'herbe sur certains espaces, que ce soit voirie ou espace vert. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Et cette diapo voilà, sert avant tout de conclusion et surtout ce qu'il faut retenir de ce plan d'action, c'est qu'il faut changer de regard. Voilà, c'est vraiment voir l'herbe autrement, puisque l'herbe n'est pas quelque chose qui est sale. Au contraire, elle peut permettre et contribuer justement à embellir vos espaces de vie, que ce soit les pieds de mur, les espaces verts ou même les trottoirs. On l'a vu, les pesticides sont dangereux pour la santé. La commune de Bédarieux, depuis 2015, a choisi de protéger sa population et ses agents en interdisant le recours aux produits phytosanitaires en dehors, par contre, stades et cimetières, qui ont été toujours du coup, objets de traitement, mais qui, de par la réglementation, sont toujours autorisés. Et a fait aussi le choix de protéger donc, son environnement et donc derrière la biodiversité, en favorisant du coup tout ce qui peut être développement coccinelle et abeilles.
La tolérance des plantes spontanées ne signifie pas forcément l'abandon de l'entretien, c'est ça qu'il faut également retenir. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve avec des pissenlits sur une chaussée ou sur un espace vert qu'il est forcément nécessaire aux agents d'intervenir dans l'immédiat. Il y a deux choses. Il faut savoir, les agents savent qu'ils vont intervenir, ils vont le faire. Alors, effectivement, il y a une fréquence d'intervention qui va être dévolue en fonction du secteur et de la fréquentation. Comme on l'a vu, le centre-ville aura des interventions qui seront un peu plus récurrentes que pour des quartiers un peu plus excentrés. Et autre point, si jamais une plante ou une mauvaise herbe semble vraiment indisposée et pas à sa place, rien ne vous empêche, en tant que citoyen, d'arracher vous-même cette mauvaise herbe. Au contraire, les agents seront contents que vous puissiez les aider sur cette démarche. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Ce PAPPH a permis, je pense, d'accompagner Bédarieux pour pérenniser ces démarches vers le zéro phyto. C'est vraiment important d'accepter aujourd'hui les plantes, les herbes, les mauvaises herbes sur la chaussée. Certaines vont être présentes et peuvent fleurir, donc elles offrent un cadre de vie qui peut être intéressant. Et c'est surtout aussi, pour votre santé, la protection de la biodiversité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service technique qui se fera un plaisir de vous préciser l'ensemble de ces éléments. Merci, à très bientôt, au revoir.